Bon, bah, très bien, merci Eric. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sonia Dartout pour son livre Athènes, histoire d'une, je ne sais pas si on le voit bien, Athènes, histoire d'une cité entre mythe et politique, qui est paru chez Passé Composé en 2020, donc l'année dernière. Et donc, c'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir Sonia Dartout à plusieurs titres. D'abord, je crois, hein, c'est la 10e session des petits déjeuners d'Urquem, et je crois que c'est la première fois que nous allons avoir l'opportunité et le plaisir de travailler, de présenter un ouvrage d'histoire ancienne. Et il est extrêmement important que tous les champs et toutes les disciplines, toutes les périodes soient représentés dans ce séminaire, parce que ça nous permet de réfléchir collectivement à nos pratiques de chercheurs, à nos pratiques de chercheurs en sciences sociales. Alors c'est d'autant plus un véritable plaisir qu'on a là avec Sonia un ouvrage formidable, hein, dans la lignée de ce que l'école historique grecque française a fait de mieux, hein. Sonia, je crois, a travaillé avec Marcel Détienne, qui est une référence incontournable sur la question des mythes, et on retrouve trace, hein, des travaux de Marcel Détienne et puis aussi d'autres figures très importantes de l'école française, Jean-Pierre Vernant notamment. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir également, je ne le cache pas, parce que Sonia Dartout est maître de conférence à l'université d'Evry, et donc c'est une collègue proche. Voilà. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'ouvrage de Sonia, et c'est une vraie spécialiste de ces questions. C'est tout le travail sur l'iconographie et toute l'approche des mythes et comment dire, du domaine des représentations, mais des représentations qui sont performatives, hein, dans la cité grecque. Et donc voilà, donc c'est un vrai travail aussi d'histoire et d'histoire de l'art. Et donc Nicolina nous proposera sa lecture, et ensuite on ouvrira la discussion. Alors vous savez que vous pouvez intervenir dans le chat. Si éventuellement vous souhaitez intervenir à l'écran, vous nous le demandez. Les questions, disons, on peut attendre la fin de l'intervention de Sonia pour lancer le chat de questions. Et si vous ne souhaitez pas intervenir en direct, je me ferai le traducteur de ces questions. Alors, je vais faire une petite manipulation que je ne fais pas d'habitude. Je vais ouvrir le PowerPoint avant de donner la parole à, comment dire, Sonia. Bon, bonjour à tous. Désolée pour cette approximation informatique. Comme parfois la technologie est plus un frein qu'une aide. Mais nous y sommes arrivés avec beaucoup de retard et je vous prie d'excuser ce délai. Donc tout d'abord, donc je me présente, je suis Sonia Dartout, comme l'a dit Florent, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon dernier ouvrage qui est paru en septembre 2020, donc aux éditions Passé Composé. Je remercie Florent Lebeau, qui est un collègue de l'université d'Evry-Val d'Essonne, de m'avoir invité à cette présentation. Je suis d'autant plus heureuse si, a priori, c'est la première fois qu'on parle d'histoire ancienne, mais je vais aborder des thématiques qui sont extrêmement actuelles et transpériodiques, c'est-à-dire la notion d'identité politique. Donc j'espère que ça pourra remporter votre adhésion. Je remercie aussi Nicolina Kay, qui est donc iconographe, spécialiste de l'image, qui est ingénieur de recherche, qui est dans une approche d'anthropologie de l'image, qui a accepté d'être ma discutante, et donc je vais particulièrement mettre en valeur aujourd'hui donc la source iconographique pour faire réagir justement ces sources littéraires antiques avec les représentations figurées. Donc je suis maître de conférence à l'université d'Evry-Val d'Essonne en histoire ancienne, et je suis également membre titulaire de l'UMR 8210 Anima, anthropologie et histoire des mondes antiques. Et je suis donc historienne des civilisations et des religions,
Donc j'enseigne l'histoire ancienne, mais j'ai une formation à l'école pratique de hautes études puisque j'ai fait ma thèse avec Marcel Détienne sur les mythes de fondation d'Athènes. Donc j'ai une identité scientifique qui est vraiment autour de voilà de l'anthropologie, de l'approche anthropologique de l'histoire et particulièrement des religions. Alors dans cet ouvrage que vous voyez s'afficher, j'ai choisi de faire réagir mythes et politiques. En étudiant les mythes de la cité d'Athènes, non pas comme des discours religieux, mais comme des discours culturels et politiques, comme des révélateurs de culture et d'identité, comme des témoins de civilisation, en clair comme des objets d'histoire. Donc mon approche du mythe va être une approche historique. Alors j'ai rassemblé qui est assez inédit dans un seul ouvrage, tous les mythes athéniens qui me semblaient donc politiques, c'est-à-dire qui pouvaient concerner la cité, la polis en grec, à la fois dans son identité, mais également dans ses institutions, dans son processus de décision, dans son image qu'elle projette au monde, sa citoyenneté, ses valeurs face aux autres. Donc, je vais avoir une approche historique du mythe. Alors, normalement, il y a une deuxième diapo. Si ça marche pas, vous me le dites. Ça marche, c'est parfait. Donc, merci Florent. Je m'inscris donc dans une perspective anthropologique dans cet héritage de l'approche du mythe qui est assez long, hein, effectivement. Personnellement, donc, j'ai cette perspective anthropologique avec une volonté d'approche croisée, à la fois des disciplines et des sources. J'essaye effectivement de désenclaver les disciplines qui approchent l'Athènes antique de manière trop souvent séparée, par le biais de l'histoire ou par le biais de l'histoire des religions, par l'archéologie, par l'épigraphie ou l'iconographie. Donc j'ai choisi une perspective anthropologique et une approche croisée, en mettant particulièrement en avant donc l'iconographie et notamment la peinture sur vase, ces vases en céramique qui servaient essentiellement au banquet, puisqu'effectivement, je considère ces vases peints comme des vecteurs de culture partagée, et je vais ici les privilégier pour faire honneur à la présence de Nicolina Kay. Alors, au niveau scientifique, je m'inscris avec toute l'humilité que ça requiert dans l'héritage notamment de Jean-Pierre Vernant et Nicole Laureau, avec évidemment l'héritage très fort de mon directeur de thèse, Marcel Détienne. Tout d'abord, Jean-Pierre Vernant, puisque c'est un chercheur qui a revalorisé le mythe face au rite. On approchait beaucoup la religion à travers le rite. Et Jean-Pierre Vernant a mis en valeur le mythe comme un mode d'expression de l'expérience religieuse. Et je vous propose cet extrait de Mythes et religion en Grèce ancienne qui est paru en 1990. Jean-Pierre Vernant écrit « Le mythe joue sa partie dans cet ensemble, au même titre que les pratiques rituelles et les faits de figuration du divin. Mythe, rite, représentation figurée, tels sont les trois modes d'expression, verbale, gestuelle, imagée, à travers lesquels l'expérience religieuse des Grecs se manifeste. » Alors pour moi, c'est une citation assez cardinale, puisque effectivement, je vais approcher le mythe comme un mode d'expression culturel, historique et politique. Et puis, l'autre chercheur qui a été très important dans mon approche, c'est évidemment Nicole Laureau, puisque avec une audace revendiquée, cette chercheuse a abordé les mythes comme des représentations politiques et idéologiques de la cité. Et c'est donc dans cet héritage que je vais me situer, c'est-à-dire voir comment les mythes vont pouvoir être mis au service de l'argumentation, de la persuasion, de l'exhortation, et c'est ça qui va m'intéresser. Alors, je vais donc, je vous mets quelques clés de lecture pour cet ouvrage. Je vais donc aborder les mythes, vous l'avez compris, comme des discours politiques,
contribuent à structurer la société humaine. Effectivement, les mythes apparaissent bien comme des récits de reconnaissance et de cohésion, comme des références identitaires, omniprésentes, avec une très forte fonction référentielle dans la cité. Ce sont des discours qui affichent une identité culturelle, des discours aussi, on s'en rend compte, qui ont une efficacité pour créer ce qu'on appelle la solidarité collective. Et effectivement, les mythes dans la cité grecque ont un sens politique et social. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mythes qu'on pense être circonscrits dans des ouvrages dits religieux, eh bien, en fait, les mythes dans l'Antiquité grecque, ils apparaissent dans tous les genres de sources, dans toutes les formes de création. Mais ils s'expriment, ils s'exposent également dans les divers lieux politiques. Alors, on trouve ces récits mythiques dans la poésie, bien évidemment, mais également dans tout ce qui est rhétorique, que ce soit au tribunal, dans les oraisons funèbres, ces discours prononcés sur. Ils apparaissent dans le genre historique, dans l'histoire également, dans la philosophie, ils s'expriment au théâtre, et puis de manière plus imagée, ils s'expriment et s'affichent dans la sculpture architecturale, la peinture, notamment les vases du banquet, la numismatique. Donc, ils sont absolument omniprésents dans la cité et dans toutes ses expressions. Les mythes sont donc des créations fictionnelles, bien évidemment, mais on se rend compte que les mythes sont également des paradigmes politiques, de puissants outils de légitimation, d'intégration ou d'exclusion. On se rend compte qu'on doit les penser en tension permanente avec l'histoire, parce qu'en fait, ils contribuent à modéliser les frontières de l'identité. Et c'est donc tout le projet de mon ouvrage. Alors voici brièvement la table des matières pour vous repérer un petit peu dans ces écrits. Donc c'est un ouvrage qui se scinde en deux parties. Une première partie donc que j'ai intitulée Mythes et identité politique. Je vais m'attacher à voir les mythes en polarité avec la cité, la police, en tant que communauté politique décisionnaire. Et je vais donc travailler cette notion d'identité collective mythique, faire réagir même la démocratie avec cette notion de mythe. Autour de la fondation, puisque l'origine est un mythe pour Athènes, autour de cette divinité Athéna qui va s'avérer être polyade, c'est-à-dire politique dans la cité. Et puis je vais particulièrement travailler les signes d'Athéna, l'olivier, qui va devenir un arbre politique et qui va accompagner le citoyen toute sa vie. Et puis la chouette d'Athéna, qui est un oiseau entre mythe et histoire, et qui s'avère être comme un sceau mythique et politique de la cité. Et puis en deuxième partie, je resserre un petit peu plus sur la citoyenneté, donc l'Athénien, l'acteur de la cité, autour de l'identité citoyenne. Donc j'essaie de voir quelle est cette identité citoyenne mythique, quels sont les modèles masculins dans les mythes, comment les mythes s'expriment dans la citoyenneté, donc pour voir un petit peu ces liens entre mythe et identité citoyenne. Et puis j'ai choisi aussi de voir quelque chose qui avait été peu étudié, c'est-à-dire la mise en expression des mythes à la fois dans les institutions mais aussi au théâtre. Comment le mythe peut être un argument pour convaincre, pour exhorter les citoyens à aller à la guerre notamment, comment il peut servir à crédibiliser un discours, donc être un argument politique dans la parole des orateurs, mais comment il peut aussi servir à faire rire, à dénoncer, à insulter même, à décrédibiliser. Et ça, c'est la dernière partie sur la dénonciation comique. Donc voilà un petit peu le projet de cet ouvrage. Alors j'ai dû faire des choix que j'ai fait aussi en polarité, donc avec la présence de Nicolina. Je vais donc essentiellement donc travailler cette notion d'identité mythique
qui se construit en polarité avec l'histoire. Alors avant de commencer, puisque je suis en face d'essentiellement des chercheurs qui ne sont pas forcément antiquisants, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de réelle frontière dans l'Antiquité entre mythe et histoire, ni dans les discours, ni dans les images. Effectivement, et c'est un atypisme de l'Antiquité, les Athéniens ne séparent pas mythe et histoire, parce que ça relève pour les Grecs d'un passé commun. Les Grecs disent tapalaia, ce qui est ancien. On peut voir à travers des exemples, par exemple, que les ennemis historiques sont mis en parallèle avec les adversaires mythiques. Par exemple, les Thraces, les Amazones, les Troyens qui appartiennent à cet univers du mythe, ils sont mis en parallèle avec les Perses, les ennemis historiques des guerres médiques au 5e siècle avant notre ère. Mais il faut aussi remarquer que les affrontements mythiques sont des repères temporels qui sont mis sur le même plan que les guerres ou que les événements historiques, dans un passé qui est totalement unifié et qui semble à la fois culturel, politique et mythique. Alors bien entendu, on trouve dans les écrits que les mythes puissent souffrir d'un déficit de crédibilité. Notamment chez Platon, les mythes sont du côté du plaisir de l'écoute, ils ne sont pas vérifiables. Mais on doit remarquer qu'ils ne sont pas, notamment chez Aristote, par exemple dans la rhétorique, classés parmi les discours d'invention, parmi les fables. Donc, les mythes font véritablement partie de l'histoire pour les Grecs, et surtout, ils ont une valeur de modélisation. On se rend compte que le mythe semble être un paradigme, c'est-à-dire un modèle qui fait référence, au service de l'argumentation, de la persuasion. On se rend compte que les mythes, pour les Grecs, ils rendent intelligible le passé. Ils construisent les valeurs politiques, ils inspirent les actes du présent et ils permettent aussi d'appréhender les analogies ou les écarts. On peut donc dire que le mythe contribue à façonner l'identité politique au niveau de la fondation, au niveau de la citoyenneté, au niveau des signes politiques. Alors c'est ce que j'ai choisi de vous montrer, donc c'est un extrait simplement de cet ouvrage. Donc la notion de mythe et d'identité politique, la notion de signes politiques de la cité d'Athènes, tels qu'ils apparaissent notamment dans les images, et qui nous montrent que les mythes sont indissociables de cette identité politique. Alors, pour introduire un petit peu la notion d'identité politique d'une cité grecque, on peut dire que l'identité d'une cité, ça repose sur plusieurs choses, évidemment. Donc ça se retrouve dans d'autres aires culturelles et historiques. L'identité d'une cité, d'une police, ça repose sur un territoire avant tout, sur un peuple citoyen, sur un régime politique, sur un nom, mais également sur une monnaie qui est frappée d'un type monétaire et qui symbolise l'image, l'identité de la cité. Alors ce qui m'a intéressé, c'est qu'à Athènes, l'ensemble de ces caractéristiques de l'identité politique, eh bien, cet ensemble est relié à la déesse Athéna. Effectivement, on va le voir, le territoire politique d'Athènes lui a été adjugé à l'issue d'une compétition, d'une querelle structurante qui constitue le mythe de fondation de la cité. Mais Athéna, c'est aussi la déesse qui va donner son nom à Athènes. La déesse Athéna, c'est également elle qui va recueillir de manière maternelle le premier citoyen athénien, qui, selon les mythes, a germé de la terre civique, ce qui fait des Athéniens les enfants d'Athéna. Et puis, son image d'Athéna, elle est apposée sur les décrets, sur les monnaies.
sur la plupart des objets institutionnels de la cité d'Athènes avec ses emblèmes, la chouette et l'olivier. Et c'est donc tout ce dossier de l'identité mythique d'Athènes que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, entre texte et images. Alors tout d'abord, je voudrais vous exposer le mythe de fondation d'Athènes qui installe Athéna comme divinité polyade, c'est-à-dire divinité qui représente et protège la polis, la cité d'Athènes. Ce mythe de fondation, il prend la forme dans les discours et les images d'une querelle. L'origine politique d'Athènes se fonde donc sur une querelle entre deux divinités pour déterminer ce choix de la divinité polyade. Cette querelle, elle a lieu entre deux divinités qui sont prétendants à ce titre, puisque dans la mythologie grecque, les dieux se battent pour protéger les cités des hommes. Ces deux divinités, c'est Athéna, la fille de Zeus, que vous voyez sur l'image de gauche. C'est une amphore panathénaïque, c'était un vase qui était le prix des grandes panathénées, ces jeux d'Athènes qui sont un petit peu du même ordre que les Jeux olympiques. C'est une déesse guerrière, une déesse armée, qui protège de son bouclier, vous voyez, qui emplit l'espace de cette image, et c'est la fille de Zeus, le dieu souverain, et elle hérite d'une part de sa souveraineté. Donc une querelle entre Athéna et le dieu de la mer, Poséidon. Et donc, cette querelle va mettre ces deux divinités face à face. Dans cette héris, cette querelle, ils vont chacun donner des dons à la cité qui représentent leur pouvoir. Athéna offre un olivier, Poséidon offre une mer, et les citoyens comme les dieux vont voter et vont élire, désigner Athéna comme divinité polyade, parce qu'elle a offert ce premier olivier qu'elle a fait pousser sur le sol très rocailleux de l'acropole. C'est un arbre associé à la fertilité, à la vitalité, à l'ancrage, et ça devient son signe de victoire et un des signes d'Athènes. Alors voici le récit qu'en fait Apollodore, donc au IIe siècle de notre ère, c'est une source un petit peu tardive. C'est de son temps, dit-on, que les dieux décidèrent de prendre possession des cités, dans lesquelles chacun recevrait un culte spécial. Poséidon fut le premier à venir en Attique. D'un coup de son trident au milieu de l'acropole, il fit apparaître une mer. Après lui vint Athéna, prenant Kécrops à témoin de sa prise de possession. Elle planta un olivier. Une dispute pour la possession du pays s'éleva entre les deux divinités. Le pays fut adjugé à Athéna. Athéna appela donc la ville Athènes d'après son propre nom. Alors, Athènes se fonde donc sur une querelle. Il faut savoir que la querelle, l'héris, a une place cardinale dans la culture grecque. Elle renvoie à ces notions centrales de rivalité, de face à face, de compétition, d'émulation. C'est une valeur centrale de la culture grecque que l'on retrouve partout, au tribunal où les orateurs s'affrontent, à l'assemblée, au gymnase, dans les jeux, à la guerre. C'est un véritable idéal, indissociable des notions d'arbitrage, de dénouement. Parce qu'effectivement, la querelle, dans la culture grecque et dans les mythes, elle n'a pas pour but de diviser. Elle a pour but de mettre en compétition. C'est un moteur d'un partage, puisqu'effectivement, la querelle, elle est structurante et elle va structurer le panthéon politique d'Athènes. C'est ce qu'on peut voir dans cette image centrale. À gauche est la déesse Athéna, en face le dieu Poséidon. Vous voyez qu'ils sont face à face, qu'ils échangent, qu'ils sont à égalité. On n'est pas du tout comme sur la frise qu'il y a au-dessus, qui est sur cette même amphore, dans un combat où il y a un adversaire vaincu qui serait à terre, comme on le voit dans ces duels guerriers. La querelle, elle mène au partage. Athéna, en tout cas, gagne la compétition et
elle devient la déesse Poliade. Elle va protéger, représenter la cité, protéger le peuple citoyen, et elle va également incarner l'identité de la cité, tout comme l'olivier va devenir un des signes politiques d'Athènes. Et c'est ce qui m'a intéressé, la manière dont se déploie cet imaginaire de la divinité Poliade. On l'a vu, l'identité d'une cité, c'est un nom, un territoire, une image. Tout va être lié à Athènes, à cette déesse politique Athéna. Effectivement, la déesse nomme la cité d'après son nom. Nommer, on le sait, c'est un acte politique. Le nom constitue également le premier degré de l'identité. Or, l'histoire d'Athènes et les mythes d'Athènes nous véhiculent que c'est Athéna qui a nommé la cité. C'est ce qu'on peut voir dans cet extrait en haut à droite du contre-Léocrate de Lycurgue. Vos pères, pour honorer Athéna, qui avait reçu ce pays en partage, donnèrent à leur patrie le nom d'Athènes, afin que, par dévotion pour la déesse, le peuple ne quittât jamais une cité qui portait son nom. Il y a donc quelque chose d'indissociable entre cette déesse qui a reçu le patronage de la cité et cette communauté politique des Athéniens. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que la déesse Athéna va apparaître sur de nombreuses stèles qui retranscrivent les décisions politiques majeures de la cité. On peut donc dire que sur ces décrets, Athéna propose une image mythique des décisions politiques. Alors ça, c'est assez intéressant de regarder les images apposées sur les inscriptions qui retranscrivent les décisions des institutions athéniennes. Alors, petit rappel peut-être inutile, comment se prennent les décisions dans la démocratie athénienne? Eh bien, à l'époque classique, chaque projet de loi, de décret était proposé donc dans un conseil, ce qu'on appelle la boulée. Ça veut dire la volonté. Ça vient du verbe grec boulomai, vouloir. La boulée, c'est l'expression de la volonté du peuple. Ça commence par être proposé dans cette instance, puis ça passe à l'Assemblée du peuple où siègent tous les citoyens et cette assemblée va adopter le décret ou la loi. Ensuite, une fois que le décret ou la loi est exécutoire, eh bien la décision officielle, elle est gravée, conservée dans les archives de la cité, et parfois elle est gravée comme ici, à gauche ou à droite, sur une stèle de pierre, et cette stèle va être affichée aux yeux d'eux, afin d'en assurer la publicité. Alors évidemment, l'enjeu quand on grave une décision, c'est d'y ajouter une monumentalité supplétive, une efficacité à la décision, d'autant plus que ces objets, ces stèles, étaient ensuite exposés dans des lieux très populaires et politiques, par exemple l'agora, la place publique ou l'acropole. Alors qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qui m'intéresse, c'est quand les décrets vont être surmontés de ce qu'on appelle un en-tête de décret, c'est-à-dire un relief sculpté, comme on peut le voir ici, qui affiche une image positionnée au-dessus de l'inscription, un peu comme un fronton pour un temple. Et cette image sculptée, on ne doit pas du tout l'aborder d'un point de vue décoratif, esthétique. Il ne s'agit pas forcément d'une illustration, l'entête à sa stratégie narrative, mais c'est tout de même une image qui a été choisie pour symboliser la décision, pour représenter la décision, pour officialiser la décision. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est que la déesse Athéna apparaît très fréquemment sur ces en-têtes de décrets, qui concernent des décisions cardinales, des alliances, l'octroi de la citoyenneté, des honneurs, des privilèges.
elle apparaît à l'image alors que, sauf exception, la déesse n'est pas nommément citée dans le texte de la décision. Ça veut dire que ce relief, cette image, n'est pas l'illustration de la citation de son nom dans l'inscription. Son image, sa présence à l'image, elle est donc évidemment symbolique, symbolique de la décision du peuple, de la décision de tous les citoyens assemblés. Alors j'ai choisi de vous proposer deux images, deux stèles. Évidemment, il y en a des dizaines, mais c'est des traits qui me semblent les plus pertinents. À gauche, vous voyez qu'il y a une stèle en entier avec donc ce relief et puis l'inscription, et puis j'ai fait un zoom après simplement sur l'image. Il s'agit d'une alliance entre la cité d'Athènes et la cité de Samos, et c'est un décret d'alliance, un décret qui honore Samos pour sa fidélité et qui accorde la citoyenneté athénienne à ses citoyens de Samos. C'est donc une décision extrêmement importante. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est que sur le relief, on voit un face-à-face. Ce face-à-face, c'est un face-à-face mythique, puisqu'il est constitué d'un serrement de main entre deux divinités. À gauche, il s'agit d'Héra, une divinité donc très importante, très politique à Samos, et à droite, il s'agit d'Athéna, on la reconnaît, elle est armée, elle a son bouclier posé derrière elle, elle tient sa lance. Ça veut dire que l'alliance entre les Athéniens et les Samiens est représentée à l'image par ce serrement de main entre deux divinités, et notamment avec la divinité Polyade d'Athènes qui est Athéna. Ce serrement de main, il a toute une histoire dans la culture grecque. Ça s'appelle dexiosis, littéralement serrer la main droite. On peut parler à Athènes d'une véritable culture de la dexiosis, à Athènes et ailleurs en Grèce, puisque c'est un geste qui est hérité déjà des épopées d'Homère. La dexiosis, c'est bien au-delà de notre serrement de main actuel, même si on voit bien, faire un aparté sanitaire, que les poignées de main nous manquent, enfin peut-être pas à vous, mais à moi ça me manque, parce que on se rend compte que c'était pas simplement donc voilà un bonjour un petit peu anecdotique, mais que c'était bien comme un engagement, comme un lien qui était réactivé. Et en Grèce, la dexiosis est extrêmement symbolique. On la retrouve sur les stèles funéraires pour symboliser l'engagement de la mémoire des vivants envers le mort. On la retrouve absolument partout. C'est un accord bilatéral, c'est un engagement à la fois individuel et politique, c'est un accord, et ça symbolise parfaitement donc cet engagement politique. Ce qui évidemment nous intéresse, c'est que dans le texte, dans l'inscription, on parle du peuple des Samiens, du peuple des Athéniens, mais on ne parle ni d'Héra, ni d'Athéna. C'est donc particulièrement intéressant que Athènes ait décidé de proposer comme une image qui représente la décision ce serment de main. Athènes a donc choisi de substituer au peuple des Athéniens sa divinité Polyade, qui incarne donc l'identité et l'engagement du peuple citoyen dans cette image. C'est particulièrement intéressant donc de regarder cette stèle dans son ensemble, car quand on embrasse la stèle d'un seul regard, à la fois le texte et l'image, on passe de l'individuel mythique au collectif politique. Ça veut dire qu'il y a cette mise en regard, cette polarité entre le peuple et sa déesse. Il y a deux manières de faire la publicité d'une décision. Par la décision des hommes, par l'engagement des dieux. C'est vraiment là qu'on peut voir à quel point Athéna est bien cette divinité
politique puisque elle est actrice à l'image. Elle s'engage pour les Athéniens, à la place des Athéniens. Elle est garante de la décision des hommes. Ça veut dire que Athéna, elle propose une représentation mythique de son peuple citoyen décisionnaire. C'est tout l'enjeu, évidemment, de cette divinité Poliade. Alors, deuxième exemple, en bas, il s'agit d'un relief fragmentaire, un relief honorifique cette fois. C'est Athéna qui couronne 3 hommes qui s'avancent vers elle. Elle a ce geste de couronnement. Il s'agit d'un décret qui honore 3 citoyens de Mégare, c'est une cité voisine d'Athènes, qui les honore comme proxènes, c'est-à-dire comme hôtes publics. Les hôtes publics avaient cette fonction médiatrice, bienveillante, ils représentaient les intérêts de leur cité. À nouveau, pour représenter cette décision de la cité d'Athènes, à l'image, c'est Athéna qui couronne ces hommes, c'est elle qui est actrice de la décision à travers sa gestuelle, sa posture. Elle fait le geste symbolique de la décision. On voit ces reliefs témoignent de l'imbrication très forte entre mythe et politique, entre religion et politique. On voit à quel point les décisions politiques sont indissociables des puissances divines, et c'est tout l'enjeu donc de cette divinité très spécifique à Athènes, qu'est la divinité Poliade. Mais ce qui est intéressant, c'est que Athéna va également être présente en permanence dans la cité d'Athènes à travers ces signes qui la caractérisent et qui vont se retrouver sur les monnaies, mais également sur la plupart des objets qui vont être utilisés dans le processus démocratique. Alors je vous propose de regarder donc brièvement ces monnaies d'Athènes. Alors je m'inscris dans le renouveau des études numismatiques. Effectivement, depuis plusieurs années, les études du type monétaire sont abordées comme des productions culturelles. Le type monétaire est abordé comme une image politique, voire comme un vecteur de propagande visuelle. La monnaie est effectivement un objet très politique qui propose à l'image une représentation symbolique de la cité, à la fois pour elle-même et puis à la fois pour les autres, puisque la monnaie est un objet qui est appelé à circuler. Alors bien sûr, le type monétaire, c'est-à-dire l'image inscrite sur la monnaie, c'est au départ un signe de reconnaissance qui permet l'identification. Mais c'est aussi, et c'est ainsi que je vais l'aborder, un signe d'identité qui représente la communauté. Alors à Athènes, c'est vers le VIe siècle avant notre ère que la cité va adopter un type unique de monnaie qui va garder une très grande stabilité pendant plus de 3 siècles et qui devient véritablement un monnayage civique. Ce qui nous intéresse, à nouveau, c'est ces liens entre mythe et politique. Et quand on regarde ces monnaies, à la fois le droit et le revers, on se rend compte que le type monétaire de la cité d'Athènes affiche exclusivement des symboles mythiques de la cité. Au droit, on le voit, donc l'image de gauche, il s'agit donc de ce profil de la déesse Athéna qui est casqué, mais qui est également couronné d'une couronne de feuilles d'olivier. On se souvient cet arbre qui lui a permis la victoire dans la querelle, cet arbre politique qui lui a fait gagner ce titre, entre guillemets, de divinité Poliade. Et puis au revers, on retrouve le rameau d'olivier dans le coin, à gauche, mais on retrouve son autre attribut, entre guillemets, c'est la chouette. La chouette, on va le voir plus tard, c'est l'oiseau d'Athéna.
C'est un oiseau, vous le voyez, avec ses yeux grands ouverts, ses orbites cerclées. C'est un oiseau qui a ce regard lumineux, ce regard qui éblouit, qui voit la nuit. C'est un oiseau qui veille et qui incarne parfaitement donc cette déesse Poliade qui est un rempart de la cité et qui veille sur sa cité homonyme. Et à côté, 3 lettres, A, θ, E, les 3 premières lettres d'Athènes, c'est ce qu'on appelle l'ethnique. Ce qui est intéressant, c'est que on voit donc que ces monnaies, que les Athéniens appelaient d'ailleurs les chouettes, eh bien ces pièces sont le signe d'Athènes, son symbole, et elles sont totalement inscrites de symboles mythologiques. Or, on doit rappeler que la monnaie n'est pas un objet rituel destiné à devenir une offrande. C'est un objet commercial, économique, mais également très politique, destiné à circuler. C'est une image d'Athènes pour elle-même, comme pour l'ensemble du monde grec. La monnaie, c'est le support de l'identité politique. C'est donc particulièrement intéressant de voir des images autour d'Athéna, déesse Poliade. On voit donc que pour se symboliser, Athènes choisit 3 images, 3 symboles. Athéna, sa déesse Poliade, l'olivier, l'arbre de l'Éris, la chouette, l'animal d'Athéna. Qu'est-ce qui rassemble ces 3 signes, ces 3 symboles? Eh bien, c'est le fait que pour les Grecs, les 3 sont des éléments qui éblouissent, qui repoussent, qui protègent. On retrouve d'ailleurs ces 3 éléments sur les boucliers des guerriers. Ça correspond, la chouette et l'olivier, à la déesse Athéna, qui est une déesse éblouissante dans les mythes. Une déesse qui a le regard de bronze et qui d'ailleurs détient une partie du pouvoir de la gorgone Méduse, puisque le héros Persée, quand il a tranché la tête de la gorgone, il l'a offert à Athéna, qui a posé ce gorgonéion, cette tête de la gorgone, sur sa cuirasse, sur son bouclier. Et c'est donc grâce à l'olivier, grâce à la chouette, une déesse qui va pouvoir éblouir et repousser les adversaires et qui va être un véritable rempart d'Athènes. Alors, on peut continuer en voyant comment l'olivier, l'arbre d'Athéna, dans la querelle structurante de fondation, devient un signe politique. Alors, je vous propose, de manière peut-être un peu foisonnante, des textes et des images, voilà, pour vous brosser un paysage de l'olivier entre mythe et histoire. On se rappelle que l'olivier, en haut à gauche, il est sur les monnaies d'Athènes. Mais on sait également que l'olivier, il va se retrouver partout dans la cité. C'est un arbre qui a des qualités très politiques, il est toujours vert, il peut renaître de lui-même, il a une vitalité exceptionnelle, il a un feuillage éblouissant comme le bronze. Et d'ailleurs, dans une tragédie de Sophocle, d'Hippacolone, on dit qu'il est l'effroi des armes ennemies. Donc c'est la première citation en haut au milieu. L'olivier qui est un plan indomptable, qui se refait seul. Un plan qui est l'effroi des armes ennemies. L'olivier au feuillage glauque. Il est donc un arbre qui peut effrayer et qui va d'ailleurs se retrouver sur les boucliers des guerriers, mais qui va aussi être associé aux Athéniens. Effectivement, dès la naissance, il y a une très forte solidarité entre l'olivier et le citoyen. C'était la tradition, effectivement, à Athènes, de suspendre un rameau d'olivier sur la porte des maisons à la naissance d'un nouveau-né masculin. Alors, cette tradition, qui évidemment
affiche cet arbre de Léris, cet arbre d'Athéna sur la porte aux yeux des autres, eh bien cet acte est effectivement très symbolique. Pourquoi? Parce qu'il rappelle cette symbolique de l'olivier d'Athéna, mais parce qu'il rappelle, et c'est l'image de droite, la naissance mythique du premier citoyen d'Athènes. Effectivement, les Athéniens racontent que le premier citoyen, l'ancêtre politique, il est né de la terre et il a été recueilli par Athéna, qui prend une place très maternelle. Or, sur les images, c'est intéressant de voir, vous le voyez peut-être pas très bien, on a donc une déesse couronnée, c'est l'allégorie de terre, avec un T majuscule, Gaïa, elle émerge de la terre. Elle tend ce nouveau-né, c'est l'ancêtre politique, à la déesse Athéna, cette déesse casquée, cuirassée qu'on reconnaît à droite. Au-dessus, il y a une petite figure ailée, c'est Niké, la déesse de la victoire, qui couronne ce premier citoyen dans les mythes, déjà avec une couronne d'olivier. Donc c'est intéressant de voir que dès la naissance, chaque nouveau-né, par le père de famille qui accroche cette couronne à sa porte, il est mis en lien avec le premier Athénin dans les mythes. Ça relie chaque nouveau-né à ce premier Athénien, ce fils entre guillemets d'Athéna, et ça fait de chaque nouvel Athénien un enfant de l'olivier, un enfant d'Athéna. Ça l'inscrit dans la sphère de la déesse Oliade. Mais si on avance un peu dans la vie des jeunes Athéniens, on se rend compte que les Athéniens vont aussi jurer par l'olivier, comme si c'était une puissance divine, au moment d'entrer en politique. Effectivement, à Athènes, avant d'entrer en citoyenneté, les Athéniens font comme une formation militaire. Souvent, on appelle ça un service militaire, mais c'est plus un service civique, car ils se forment à la technique des armes, mais ils font le tour des sanctuaires, ils apprennent les valeurs de la cité. À la fin de ce service militaire, entre guillemets, de 18 à 20 ans, ils vont tous ensemble prêter serment. C'est un serment qui va les lier entre eux. Le serment crée un lien identitaire entre toute la classe d'âge, mais c'est un serment qui va les lier aussi à leur cité. Ils vont jurer quoi? Défendre la Constitution, honorer les armes, défendre leurs frères citoyens, défendre la terre des ancêtres. Et puis ils vont jurer par les dieux. Ils vont jurer par Athéna, par Hestia, la déesse du foyer. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont également jurer en prenant à témoin les oliviers. C'est ce qui est inscrit sur une stèle, la stèle du serment des Éphèbes. Ça veut dire que ça fait des oliviers comme une puissance divine, comme un axe de la cité. Mais on retrouve aussi cet olivier d'Athéna en épicème, en motif de bouclier. Donc on peut lire ces images de gauche à droite. Tout d'abord sur les boucliers des guerriers anonymes. À gauche, un hoplite. Vous voyez cette couronne d'olivier qui doit éblouir l'adversaire. Au milieu également, une femme tend un bouclier avec une couronne d'olivier. Mais on retrouve cet épicème d'olivier dans cette image où il y a un Perse à gauche, dans cet accoutrement bariolé, et puis ce Grec qui a ce bouclier avec une couronne que j'espère vous arrivez à discerner. Ça, c'est les combats contre les Perses historiques. Mais si on regarde du côté des mythes, on a bien compris qu'on doit les penser ensemble. Il y a des guerriers ici dans ce très beau cratère à volutes, ces guerriers qui combattent cette fois-ci des Amazones mythiques. Eh bien, les guerriers grecs ont des épicèmes d'olivier sur leur bouclier. Donc, l'olivier d'Athéna, on voit, est en train de devenir l'olivier d'Athènes, l'olivier du citoyen athénien, c'est véritablement un arbre politique. Alors on peut faire cette même analyse si on regarde du côté de la chouette. La chouette, c'est l'oiseau d'Athéna, son attribut, son emblème.
elle est indissociable de la déesse comme de la cité. Elle est représentée aux mains d'Athéna, c'est sur les 3 premières images en haut. C'est comme son attribut, c'est dans le sens où elle prolonge son corps, elle est dans sa main, elle exprime sa puissance. Vous voyez cette petite chouette qui est dans sa main ici, dans l'image centrale, puis là, sur cette très belle image, elle volait à ses côtés, comme si elle redoublait sa présence. Ce qui est intéressant, c'est que cette chouette d'Athéna, elle va devenir, elle aussi, un signe politique. Alors, déjà, les peintres, ils s'amusent à brouiller la chouette et Athéna et les guerriers. Alors, c'est cette image à gauche, et entre le comique, la parodie, l'allégorie, on ne sait pas trop, c'est cette petite chouette en armes, cette chouette avec cet armement du guerrier, cette chouette hoplite. Alors, les frontières entre mythe et histoire sont savamment brouillées par le peintre. On ne sait pas si c'est une chouette hoplite, si c'est une Athéna chouette, si c'est un hoplite chouette. En tout cas, c'est une image qui forcément a été comprise par les spectateurs. Ces vases étaient vendus, manipulés, regardés. Donc, il y a une culture autour de la chouette comme oiseau Athéna, comme métaphore guerrière. Ce qui est très intéressant, c'est que la chouette peut avoir vraiment une valeur prophétique, dans le sens être un signe de la présence d'Athéna. On peut le voir dans un épisode proprement historique lors de la bataille navale de Salamine. On est en 480, Athènes est face aux terribles Perses et le stratège athénien Thémistocle essaie de convaincre les Spartiates de mener l'affrontement sur mer. Il a un peu de mal et il utilise tous ses talents rhétoriques. Que dit Plutarque de cet épisode? Eh bien qu'il a été aidé dans sa persuasion parce qu'une chouette est apparue à côté du mât du navire. On peut lire l'extrait. Certains disent que, tandis que Thémistocle parlait ainsi du pont de sa trière, on vit une chouette voler du côté droit de la flotte et se poser au sommet du mât du navire, et que ce fut pour cette raison que les Grecs se rangèrent à son avis et se préparèrent à combattre. On dit ailleurs que le vol de la chouette était un présage signe, symbolon, symbole, de victoire pour les Athéniens. On voit donc que la chouette, pour les Athéniens, c'est un présage d'Athéna, donc un présage de victoire guerrière. Elle a ce pouvoir épiphanique, elle représente Athéna. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que la chouette, vous voyez sur les 2 images de droite, elle va être associée au terme démosios, ce qui veut dire public. Le démos, le peuple citoyen, c'est le premier terme de la démocratie qui signifie le pouvoir, kratos, du peuple, démos. Alors sur une amphore, vous voyez, il y a cette petite chouette en silhouette noire, à côté une inscription marquée démosios, public. La chouette, elle exprime le public, la chouette relève le public, la chouette incarne le peuple citoyen. On ne peut pas être dans l'imaginaire du peintre, mais il y a ce lien très fort entre la chouette et ce qui relève du démos. Ça se voit ailleurs, sur l'image de droite, où on voit un jeune gymnaste en train de s'entraîner au gymnase. À ses pieds, il y a un disque. Ça ressemble aux monnaies, ça ressemble au bouclier, mais c'est un disque du gymnase. Dessus, qu'est-ce qu'on voit? Une petite chouette entourée d'une inscription en couronne qui a été identifiée comme Damosios, à nouveau public. Ça veut dire à nouveau que la chouette, qui est l'oiseau d'Athéna dans les mythes, elle devient un signe politique qui représente la cité, son identité, ses valeurs. Alors ça se voit encore plus quand on passe autour des objets
institutionnelle. Et là, c'est un dossier qui m'a beaucoup intéressée. Effectivement, la chouette d'Athéna va devenir comme un sceau public de la cité, un sceau politique sur des objets et des pratiques totalement institutionnelles. On retrouve effectivement la chouette sur tous ces objets très politiques. Tout d'abord, à gauche, sur des tessons d'ostracisme. Je rappelle brièvement, l'ostracisme, c'est la procédure qui consiste à exclure pour 10 ans un citoyen considéré comme un danger pour la démocratie. Pourquoi? En général, parce qu'il prend trop de pouvoir, on a peur qu'il devienne un tyran. C'est donc une mesure politique d'autodéfense de la démocratie. Et ça se prend à l'Assemblée du peuple, à l'Ecclésia. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que les citoyens marquaient le nom de l'homme à exclure sur des petits tessons de terre cuite qu'on appelle des ostracas et qui ont donné leur nom à la procédure d'ostracisme. Or, sur certains tessons, notamment celui-ci, on a le nom de l'homme à exclure, ici un homme qui s'appelle Mégaclès, fils d'Hippocratos, et qu'est-ce qu'on voit? Une petite chouette, qui est le signe d'Athéna, mais on peut dire aussi le signe d'Athènes, le signe du peuple assemblé, le signe du démos, on l'a vu, de ce peuple décisionnaire à l'Ecclésia. Au milieu, on retrouve également la chouette, il faut avoir de bons yeux, je vous fais confiance, ici à gauche, sur une tablette d'Héliaste. C'est la petite plaque de fer qu'on donnait aux jurés du tribunal d'Athènes pour qu'ils soient tirés au sort. Encore une institution démocratique, encore un pouvoir démocratique que le pouvoir judiciaire. À nouveau, qu'est-ce qu'on retrouve comme un sceau politique? La chouette d'Athéna sur une tablette de jurés du tribunal. À droite encore, ici, il s'agit d'un jeton de vote au tribunal, toujours de l'ailier. Il y a marqué Psephos Demosia, vote public. Et à nouveau, une petite chouette. Encore plus intéressant, là c'est l'objet avec lequel le juré, le juge, votait, donnait sa décision au tribunal. Oui, j'accuse, non, je relaxe. À nouveau, la chouette d'Athéna est sur cet objet institutionnel. Et puis enfin, sur ce trio-bol, la chouette et Athéna et l'olivier apparaissent. C'est quoi ce trio-bol d'argent? C'est le misto, c'est l'indemnité qui était donnée aux juges, toujours du tribunal, pour les indemniser de leur temps passé au tribunal. On leur donne une indemnité, 3 oboles, ils reçoivent cet objet, donc cette pièce, à la fin de la journée en contrepartie de leur siège au tribunal. À nouveau, la chouette, l'olivier, Athéna, ces signes mythiques qui sont très politiques. Et puis ce qui est très intéressant, c'est la citation du milieu. La chouette, c'est également le signe des tatouages de la cité sur ses prisonniers de guerre. Alors c'est un épisode très intéressant, un épisode historique daté de 439 avant notre ère, lors de la guerre contre Samos. Périclès va prendre une décision qui a été jugée très cruelle. On peut lire ensemble, les Athéniens ont voté de marquer au fer rouge le visage des prisonniers samiens, qui plus est d'une marque en forme de chouette. Alors ce marquage, c'est très violent. Ça objective évidemment les prisonniers de guerre comme des esclaves, ça en fait la propriété d'Athènes, mais ce qui nous intéresse, c'est que le signe, c'est la chouette. La marque de la cité, c'est donc la chouette, qui est donc, on le voit à nouveau, très politique. La chouette, l'olivier, on le voit, sont des signes mythiques qui sont bien devenus politiques et qui sont les marques de la cité. Et pour finir, je voulais vous proposer 2 petits jeux visuels des peintres. Parce que les peintres d'Athènes, ils vont jouer avec la chouette et ils vont la mettre en polarité avec des figures d'altérité. Les satyres,
mais également les Perses ou les Amazones. Et on va avoir plusieurs face à face. Alors c'est une ouverture et je suis en train d'écrire un petit peu également à nouveau là-dessus. Le satyre, c'est ce personnage qu'on voit à gauche. C'est quoi un satyre? Eh bien, c'est un personnage hybride, mi-homme, mi-cheval. C'est une figure de caricature politique. Les satyres, ils dérogent à tous les bons comportements citoyens. Ils sont ivres, obscènes, lubriques. Ils se masturbent, ils rampent sur le sol. Bref, ce sont des figures de décalage, pas des figures morales, mais des figures d'ironie citoyenne. Et les peintres vont jouer à les intégrer dans la cité, à leur donner des objets citoyens pour blaguer, pour faire réagir, pour créer des parodies. Donc ils vont imiter les citoyens. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'approprier des objets citoyens et ça va nous permettre de réfléchir sur ces objets et à nouveau sur la chouette. Car à gauche, on a un satyre gymnaste. Il a les haltères du saut, il a la pioche du gymnase, il est nu avec une fine musculature. À ses pieds, il a le disque, comme notre petit gymnaste d'il y a quelques images, à nouveau avec la chouette. Alors, c'était une image qui devait faire sourire les Athéniens. Pourquoi? Eh bien, parce que le satyre, eh bien, il n'a rien à faire au gymnase. Il n'a aucune qualité athlétique, il incarne la laideur plus que la beauté du corps, et puis il n'est pas du tout politique, il n'est pas dans la mesure, il n'est pas dans la démocratie. Et donc c'est intéressant que le peintre ait choisi ce disque à la chouette pour blaguer encore plus sur le fait que le satyre n'est pas citoyen. Si le disque à la chouette fait partie des objets parodiés, ça veut bien dire que c'est un objet identitaire citoyen, c'est un objet qui révèle la bonne citoyenneté, c'est un objet qui peut servir au décalage. Et ça nous montre à nouveau, par une porte inversée cette fois, que la chouette est bien un signe politique. Et puis sur les deux autres vases, celui du bas avec le dessin, qu'est-ce qu'on voit? Sur un même vase plastique, on voit d'un côté une chouette, les yeux grands ouverts, les ailes déployées, et de l'autre, un satyre, mais qui est moitié rampant, qui se penche, qui présente son postérieur. C'est également tout l'imaginaire de la sodomie, cet imaginaire de la passivité, de la lubricité évidemment, qui est mobilisé, cette figure de l'obscénité. Mais surtout, il n'est pas droit, comme doit être le citoyen, et le plus souvent représenté comme un homme vertical, appuyé sur son bâton. Et là, le peintre semble s'amuser. D'un côté, la chouette politique, la chouette d'Athéna, la chouette démocratique, et de l'autre, le satyre courbé, rampant et qui déroge au bon comportement. C'est un petit peu comme si on était face à deux mondes. Plus haut, ce vase, très beau vase plastique, un riton à tête de bélier, même jeu de la part du peintre. D'un côté, les deux chouettes d'Athéna, les deux chouettes politiques, et de l'autre, deux satyres, avec une posture qui déroge. Il y en a un qui tient comme une perche, peut-être pour capturer ses chouettes. Comment un satyre pourrait-il capturer la chouette d'Athéna? Et l'autre, eh bien, il est en train de se masturber, une figure de l'obscène. Il présente son sexe en érection face au spectateur. À nouveau, un face-à-face très parodique qui nous permet de penser que la chouette est bien un animal politique. Et puis, dernière polarité, dernière image, les peintres se sont aussi appliqués à mettre en regard la chouette avec les Perses, la chouette avec les Amazones. Et là, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une polarité politique. Premier vase, celui qui est ici avec le dessin à côté. Sur le haut du vase, une chouette, à nouveau les ailes grandes ouvertes. Et en dessous, un couple royal, identifié. Il y a marqué Basilis, reine, Basileus, roi. Ça veut dire que ça met en polarité la chouette démocratique avec ces Perses qui sont fustigés dans les sources littéraires pour être des rois.
pour avoir ce régime monarchique qui est le contraire de la démocratie athénienne. Et là, il y a donc une polarité qui me semble plus politique. Ça met en regard la Chouette, démocratique, les Perses, monarchiques, et donc ces deux visions de la politique. On voit bien à nouveau combien cette Chouette d'Athéna, elle est bien un symbole de la cité démocratique. Et puis à droite, même jeu, mais cette fois-ci entre la Chouette et les Amazones. Les Amazones qui sont à nouveau des figures apolitiques, des figures qui ont envahi la cité d'Athènes, des figures de désordre. On voit bien que les peintres jouent entre mythe et histoire avec ces signes d'Athènes, la Chouette, mais également le rameau d'olivier sur lequel est posée la Chouette d'Athéna dans ce vase avec les Amazones. On voit donc que les textes, comme les images, ne séparent pas mythe et histoire. On voit que le mythe, dans l'Antiquité grecque, il est en tension constante avec l'histoire, dans les discours, dans les images. Et on voit combien des mains d'Athéna au flanc des boucliers, des disques du gymnase, aux tatouages corporels, aux objets de la démocratie, eh bien les signes d'Athéna sont des signes politiques, mythiques. Et ça révèle combien l'identité de la cité d'Athènes, eh bien, elle est indissociable de la déesse Polia d'Athéna, et combien on peut dire que l'identité politique d'Athènes, elle est véritablement mythique. Et c'est tout le projet de cet ouvrage qui déborde bien de ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, c'est donc de penser Athènes entre mythe et politique. Voilà, je vous remercie.